Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission Rencontre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Cécilia qui va nous parler de ses projets créatifs qu'elle fait dans ses temps libres. Bonjour Cécilia, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer quelle sorte de projet que tu fais? Oui, donc dans le fond, je fais du montage vidéo, la photo argentique, la vidéo expérimentale et toutes sortes de vidéos qui documentent l'interaction de quelqu'un dans un environnement donné, mais filmé d'une façon conceptuelle puis avec une esthétique particulière. OK, cool. Euh, Quel est ton processus créatif quand tu fais tes projets? Donc, je dirais que ça dépend des circonstances puis de mon niveau d'inspiration. Par exemple, si je pars en voyage, c'est sûr que je vais amener mes caméras avec moi, parce que c'est sûr que je vais pouvoir créer du contenu créatif. Sinon, je dirais que quand je suis dans le bus puis que j'écoute ma musique, puis j'observe les gens autour de moi, c'est vraiment ce moment où je trouve mon inspiration, juste en observant genre les interactions sociales puis les habitudes des gens. OK, cool. Quelle est ton influence et les sujets que tu aimes prendre en photo ou que tu aimes filmer? Donc, mon père, c'est un musicien de jazz et de musique brésilienne, et ma mère, c'est une prof de sciences sociales. Fait qu'en grandissant, j'ai toujours été entourée de musique et de questions sociales. Euh, et dans mes projets, on retrouve souvent comme des thèmes de questions sociales que j'aborde. Puis sinon, toujours incorporés avec la musique. Puis sinon, au secondaire, j'ai eu des cours de cinéma où j'ai pu apprendre des techniques plus rudimentaires, comme développer la photo argentique en chambre noire et aussi d'apprécier plus des vidéos expérimentales. Euh, Fait que dans mes projets, j'incorpore comme ces trois choses-là. OK, cool. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans tes projets? Je dirais que c'est le montage parce que c'est vraiment là où je peux donner une ordre cohérente à mes vidéos, euh, puis choisir les prises les plus satisfaisantes visuellement, puis les placer sur le beat de la musique et aussi d'ajouter une musique qui contribue comme à l'ambiance. Euh, Puis sinon, pour la photo argentique, c'est de recevoir les photos du laboratoire. Parce que, je sais pas si tu sais, mais les photos argentiques, on peut pas les voir quand on les prend. Fait quand on les reçoit, c'est toujours le fun. Puis de voir qu'est-ce qui a marché puis qu'est-ce qui a pas marché. OK. Puis en trois mots, comment décrirais-tu ton style d'art? Je dirais que, premièrement, c'est pixelisé parce que j'aime beaucoup le look rétro. Donc, j'essaie de tout le temps incorporer ça dans mes vidéos parce que je veux que le spectateur, il se demande ah, est-ce que la vidéo, elle a vraiment été filmée de nos jours ou est-ce qu'elle a été filmée il y a comme 30, 40 ans? Sinon, je dirais rythmique parce que, comme j'ai mentionné pour le montage, j'aime placer les vidéos sur le beat. Mhm. Puis j'aime que le spectateur il soit en lien avec l'ambiance de la vidéo. Puis sinon, je dirais urbain parce que la plupart de mes vidéos sont tournées dans un contexte urbain. Puis c'est aussi dans ce contexte-là que je trouve mon inspiration. OK, cool. Puis pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi la photo argentique, est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en quoi ça consiste, puis Oui, comment tu fais ça? oui. Donc dans le fond, c'est une pellicule de film, une bobine argentique. Puis au contraire du digital, c'est pas numérique, les photos sont vraiment captées sur cette bobine de film-là. Donc, chaque fois que tu prends une photo, ça roule la bobine. Et cette bobine-là, elle est sensible à la lumière. Fait que c'est pour ça que quand tu prends tes photos, tu les vois pas parce que tu peux pas vraiment regarder la bobine. OK, Donc, c'est pour ça qu'il faut l'envoyer à un laboratoire, puis eux, ils vont le développer. parfait. Désolé, c'est tout le temps qu'on a. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à Restez des toi. nôtres à la maison parce que la semaine prochaine, on va recevoir Amine Gaoungou qui va nous parler de son domaine, de sa passion et son domaine dans la vidéographie.
Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvel épisode de notre série Découverte, Rencontre, dans laquelle nous apprenons à mieux connaître nos étudiants de production télévisuelle à la Cité. Aujourd'hui, nous recevons Élie Molloy qui va nous parler de son expérience justement dans le programme en première année. Bonjour Élie, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, super, merci. Donc, tu viens de finir ta première année, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est quoi tes premières impressions justement de l'année? Ah, j'ai quand même vraiment bien aimé, là. Je me suis fait des nouveaux amis, genre comme ça, tu sais, la vie étudiante est vraiment cool. Je pense à l'association étudiante de la Cité. Ils organisent plein d'activités, puis tu sais, c'est vraiment nice de Ben pouvoir oui. y aller avec nos amis, c'est ça. C'est une belle petite gang qu'on a. Ben oui, c'est le fun. Ouais. Fait que là, dans le programme, tu découvres un peu tous les rôles de production. Y a-tu un rôle en particulier qui t'a tapé dans l'œil, qui est plus le fun ça, pour toi? Oui, puis je suis vraiment heureuse d'avoir, comme on a eu des photos de ça, là. J'ai vraiment aimé ça, être régisseur de plateau. C'est un des coups de cœur, j'ai découvert ça, puis être dans l'équipe de production, dans le fond, qui crée les idées, comme ça. J'aime vraiment beaucoup ça, ouais. Fait que toi, t'es plus sur le terrain. Moi, je dirais que je suis moitié-moitié. Oui, Ok. j'aime ça être sur le terrain, mais j'aime vraiment ça être comme justement l'équipe comme qui planifie tout. Ben oui. Comme réalisateur, producteur peut-être. Mhm. On va voir. Fait que là c'est un diplôme de 2 ans, mais après ça, est-ce que tu pensais continuer tes études dans d'autres choses ou dans perfectionner justement un côté du programme? Oui, ben c'est ça. J'ai beaucoup aimé plus le côté cinématographique du programme. J'aime bien la télévision, mais je me vois vraiment aller plus loin dans le cinéma. Justement, j'ai aimé la réalisation, la production. C'est quelque chose que j'aimerais aller voir. Fait que je vais peut-être aller voir pour des études universitaires là, après. Ça serait le fun. Ah ben oui, je te le souhaite. Ouais. Y a-tu quelque chose en particulier dans le domaine du cinéma qui te passionne plus que d'autres? Oui. Ben c'est ça. J'aime beaucoup la réalisation. C'est penser à ses propres idées, les mettre comme de la pensée à l'œil que les autres peuvent voir. J'adore ça. J'ai plein d'idées tout le temps, là, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir les réaliser. Parfait. Puis là, tu dis que c'est un côté très créatif que tu vois, mais y a-tu comme tel une source à ton inspiration? Oui, c'est ça. Donc, mes inspirations créatives, là, je peux penser à des films, des livres. Comme livre, je dirais Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est une histoire à propos, un petit peu comme une Marilyn Monroe dans comme le vieux Hollywood. Puis ça l'explique vraiment, ça m'a vraiment beaucoup expliqué comment que ça fonctionnait. Tu sais, des affaires que j'y pense pas maintenant. J'écoute la télé quand je vois un acteur ou quelque chose comme ça qui fait comme mettons, 3 films Netflix dans comme ça, je sais que c'est probablement un contrat de 3 films Netflix qu'il a fait au lieu de un. Tu sais, j'écoute La La Land, c'est une très grande inspiration. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime La La Land. J'adore, surtout plus que colorimétrie que je m'y fais, j'adore. Sinon, pour les albums, pour la musique, les albums, j'aime vraiment beaucoup là, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Je l'écoutais dans l'auto ce matin. Là. C'est vraiment un bon album. J'ai découvert en achetant la cassette là, dedans un thrift shop. Oui. Puis j'ai vraiment aimé ça. Sinon, Taylor Swift, Evermore, c'est rempli de petites histoires de personnages à l'intérieur. Puis c'est ça. Fait qu'au lieu d'écrire un livre, elle a écrit comme juste un album avec plein de petits personnages qu'elle essaie de relier, comme ça. Je trouve que c'est comme vraiment un intéressant storytelling. Mes chansons préférées sont sur ces 2 albums-là. Puis c'est ça, j'aimerais ça être capable d'écrire des personnages autant détaillés. Comme ça m'inspire vraiment beaucoup. Hein. Parfait. Bien, merci énormément, Élie, de nous en parler. Pour vous à la maison, restez avec nous parce que dès la semaine prochaine, nous allons recevoir Maxime Nadeau qui va nous parler justement de son parcours sportif. Si je ne me trompe pas, c'est dans le volleyball, mais il y a peut-être plus. Donc ça, pour le découvrir, il va falloir rester. Donc justement, restez avec nous pour la semaine prochaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Gaye Koundoul qui va nous faire plonger dans l'état d'esprit d'un nouvel arrivant au Canada en nous parlant de son premier hiver ici à Ottawa. Gaye, bonjour, bienvenue des nôtres. Alors Gaye, ma première question pour toi, c'est comment ça s'est passé ces premiers jours d'hiver au Canada? Oui, mon premier jour ici au Canada, ça c'est tellement difficile pour moi parce que je n'ai pas eu l'habitude avec le climat. Le premier jour où je me sentis tellement que je suis au Canada, j'ai sorti avec mon ami, on est allé au terrain, mais j'ai vu que j'ai fait là-bas plus de 30 minutes dehors. Mais quand je suis venu pour retourner en allant dans la voiture, je me suis senti que ma main ne s'est même pas bougée. Je ne sais pas, mais c'est quoi ça? Parce qu'au début, je n'ai pas eu l'habitude de porter les gants et tout ça. Donc, c'est lui-même qui est venu ouvrir la porte pour que je puisse entrer dans la voiture. Cette jour-là, je me suis dit, moi, je vais retourner dans le pays parce que moi, je n'ai pas l'habitude avec cette climat-là, je n'ai pas l'habitude de vivre. Mais ça va après de temps en temps. Ouais, je comprends, ça doit être difficile. Mais est-ce que tu peux nous expliquer la première fois que tu as vu de la neige, par exemple? Oui, la première fois que j'ai vu la neige, ça m'a un peu choqué parce que je ne le croyais pas parce que j'ai entré, quand j'ai sorti pour venir à l'école, j'ai sorti dans la maison, aussitôt que j'ai vu la neige. Mais ça dit, je me suis dit, wow. Alors qu'au début, je n'ai pas eu l'habitude aussi de porter les chaussures de neige. J'ai porté la chaussure que j'ai amenée ici, mais quand je marchais sur la neige, tous les neiges vont entrer dans mes chaussures. Alors que même dans mes cuisses, il y a beaucoup de neige là-bas. Beaucoup de neige. Après, je me suis obligé à chaque fois d'enlever mes chaussures, enlever la neige et pour que je puisse marcher. Parce que c'est après que mon ami m'a expliqué qu'il y a une chaussure spéciale pour les neiges. Raison pour laquelle après j'ai acheté cette sac. Ouais, je comprends. Quand on n'est pas habitué, ça doit être difficile. Et comment tu as vécu le froid pour la première fois? Ma première fois, quand j'ai vécu la première fois au froid, ça me fait choquer parce que quand j'allais au travail, parce que je quitte ici pour aller au travail, là où je travaille avec mon loyer, ça doit prendre à peu près 2 bus. Mais la plupart, moi, je quitte là-bas à minuit pour aller là-bas à 3 heures. C'est là où on le travail. Donc, je prends le bus jusqu'à Lorraine. Je marche 1 heure de temps avec cette froid. Je marche à chaque fois, je porte mon manteau avec mes gants, mais jusqu'à présent, ça n'est pas suffisant. À chaque fois, je sentis cette douleur de froid là. À chaque fois. Je comprends. C'est pas facile une première année Oui, ici au Canada, surtout dans ces environnements extrêmes. Alors que, mais donc voilà, c'était tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été des nôtres. Gaye, merci de nous avoir fait transmettre cette expérience. Et on se revoit tout de suite pour accueillir Jeanne qui nous parlera de son programme ici à la Cité.
Bonjour et bienvenue dans l'émission de rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne Ferland, étudiante à la Collège Cétésial. Bonjour Jeanne. Bonjour. Pour qu'elle nous explique son parcours dans le programme de la Cité, l'expérience qu'elle a acquise et qu'est-ce que tu devrais faire après ta graduation. Donc, pour la première question, pourquoi as-tu initialement choisi de t'inscrire dans le programme de production? Oui, bien, avant que je vienne dans le programme de production télévisuelle, je faisais un diplôme d'études collégiales au Cégep de l'Outaouais en sciences humaines. Mais après mes 2-3 ans d'études, j'avais l'impression que j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, je connais quelqu'un qui travaille dans le domaine de la télé, donc j'ai pu lui poser quelques questions pour savoir si ça serait fait pour moi ou non. Fait que c'est vraiment ça qui m'a motivée à me lancer. OK, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, consommes-tu toujours du contenu télévisuel ou radiographique? Oui, ben en fait, pendant que je me déplace, que ce soit en auto ou en autobus, j'écoute souvent du contenu radiophonique. Une des émissions que j'aime beaucoup écouter, c'est Quick Quick, qui est animée par Mélissa Moline-Dupuis. C'est une émission de radio qui met de l'avant la culture autochtone et des agents de changement à travers la communauté. Donc, qui invite vraiment plusieurs invités et chroniqueurs des Premières Nations. Une autre émission que j'aime écouter, c'est Midi Info, animée par Alec Castonguay. C'est une émission d'actualité, autant au niveau international que local. Donc, c'est une parmi plusieurs sources d'informations que j'utilise pour m'informer. Puis, il y a aussi l'émission de Tout peut arriver, animée par Marie-Louise Arsenault. Et puis, dans cette émission-là, qui dure 3 heures, il invite vraiment beaucoup d'invités sur plusieurs sujets, puis ça amène souvent à des discussions vraiment intéressantes. Sinon, ben, je consomme du contenu qui est considéré un peu moins traditionnel que la radio et la télé. J'écoute souvent du contenu sur YouTube ou sur des plateformes de streaming comme Twitch, ou des podcasts sur l'application de podcast. Puis le contenu que je consomme, il varie vraiment beaucoup, en allant autant des commentateurs politiques que juste du divertissement pur et dur. OK, c'est bon. Donc, en entrant dans le programme de production télévisuelle, avais-tu une idée de ce que tu voulais faire? Ben, avant de m'inscrire, je ne savais vraiment pas où est-ce que ça allait me mener. Mais c'est vraiment un bon programme pour ça parce que ça nous permet de vraiment comme, essayer beaucoup de postes différents. Il y a autant à la télé qu'au cinéma. Moi, j'ai toujours aimé ça, écouter les behind the scenes de production télé autant que cinématographique. Puis je me suis dit que je trouverais probablement une option là-dedans pour moi, où est-ce que je préfère quelque chose qui m'intéresse. OK. Donc maintenant, est-ce que tu consommes ta 2e année dans le programme de production télévisuelle? As-tu un peu plus entre lignes? Oui, ben en fait, un des postes que j'ai pu essayer puis que j'aime beaucoup, c'est le poste d'assistante à la production. C'est un poste qui nécessite beaucoup de coordination, d'organisation, dépendamment aussi du format de contenu que tu produis. Si c'est une émission télé en direct, ça consiste un peu plus à faire des décomptes. Donc, ça dépend vraiment de l'émission que tu produis. Puis, j'ai eu l'occasion de faire des différents types de postes. Malheureusement, le temps que nous avons pour l'émission est terminé. Donc, merci pour l'écoute. Donc, dans la prochaine émission, nous recevrons Jérémy Fournier pour qu'il nous explique son parcours dans les skiers. Merci, Jeanne. Merci.
Bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission de rencontre. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité fabuleux, ma foi, très exceptionnel. Je l'ai nommé Jérémy Lemieux. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Ça va super bien. Bonjour Vincent. Ça va bien, merci. Donc, question pour toi. Bien sûr. Quel impact l'escalade a eu sur ta vie? Je pense pas que c'est l'escalade directement, mais pour moi, l'escalade est arrivée dans ma vie comme une offre d'emploi de camp de jour OK, ouais. dans un centre d'escalade, justement. Et la gang m'a permis, la gang d'animateurs, justement, m'a permis d'être plus social, plus enjoué dans la vie. Avant, j'étais pas mal plus tranquille de mon bord. Maintenant, justement, je sors avec eux, aller grimper en extérieur, plus socialiser avec eux. Je me sens plus, on va dire, vivant, si je peux dire ça de même. Tu sais. Ouais. J'interagis plus avec le monde, je suis moins renfermé dans mon coin. Ah, super. Mhm. Mais là, ça m'amène à une petite question qui me vient en tête, Bien là, de même. C'est qu'est-ce que t'aimes dans l'escalade, juste? Ben, comme un peu dans n'importe quoi, j'aime beaucoup le côté technique des choses, le matériel, comment ça fonctionne, trouver le pourquoi du comment de la chose. Et avec l'escalade, ce que j'aime, c'est surtout de donner des cours. J'ai fait justement pendant le camp de jour, j'enseignais des techniques aux jeunes de camp de jour, justement. Ok, ouais. En ce moment, on voit des photos de moi qui enseigne sur des parois rocheuses à l'extérieur. Puis c'est une de mes choses préférées, c'est d'enseigner ce que moi j'ai de la passion pour. J'adore le côté technique des choses, apprendre comment ça marche, donc l'enseigner aux autres, puis voir qu'eux aussi peuvent aimer ça. Pour moi, c'est ça qui me rend heureux. OK, ouais, c'est ça. Fait que t'enseignes pas juste comme à l'intérieur avec les blocs. Tu vas aller enseigner à l'extérieur sur des roches. Ouais. Est-ce que vous faites juste vous promener puis vous trouvez des roches ou... Comme tel, on peut, oui, ça c'est principalement pour le bloc qui peut se faire comme ça. Ouais. Pour des grands murs, comme qu'on a vu sur les photos, ça c'est plus ce qu'on appelle de la voie. Donc ça, c'est des sites qui sont prédéterminés. Il y en a plusieurs dans la région. On est gâtés de même d'avoir des beaux parcs avec des belles parois rocheuses, Bien sûr. avec justement plus haut. Mais principalement, c'est ça. Vraiment nice. Puis toi, ton type d'escalade préféré? Bien, mon type d'escalade préféré, c'est ce qu'on appelle le premier de cordée. C'est un type d'escalade qui est, on va dire, un peu plus dangereux, plus expérimenté. Le danger, justement, que je viens de parler, c'est principalement le côté que le grimpeur a plus de tâches à faire. OK, ouais. Contrairement aux autres types, que c'est relativement simple pour le grimpeur, lui, tu as une difficulté de plus qu'il faut que tu t'attaches. Si tu ne t'attaches pas, si tu ne clips pas au fur et à mesure que tu grimpes, les chutes peuvent être plus grosses. Justement, j'en ai une vidéo que j'ai apportée pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Super. C'est ça. Nice. Mhm. Puis si tu devais donner, par exemple, un conseil à ceux qui hésitent à commencer l'escalade, quel conseil donnerais-tu? Bien, le premier conseil que je peux donner, c'est même si l'escalade, ça semble être impressionnant, de pas se limiter aux apparences, d'aller l'essayer. Il y a beaucoup de compétitions amicales qui existent sans avoir vraiment que ce soit un prix pour entrer ou que ce soit un prix de récompense à la fin. Il y a beaucoup de compétitions que c'est vraiment juste pour le fun que tu vas là, puis tu te fais plus des amis que grimper. Des fois aussi, mes sessions d'escalade, personnellement, je peux passer 5-6 heures au gym, mais grimper peut-être l'équivalent de côte à côte, peut-être 1 heure ou 2 heures. Le Ok, reste ouais. du temps, c'est vraiment plus socialiser avec le monde. C'est une raison plus que d'autres choses de grimper, puis c'est toujours plus le fun. Nice. Puis ça prend quel équipement? Ça prend-tu l'équipement, tu peux sûrement le louer là-bas, mais toi, je suppose que tu as ton équipement. Oui, bien sûr, les gyms d'escalade louent la majorité de leur équipement, donc peu importe quel type d'escalade que tu veux chercher, tu peux l'emprunter. C'est sûr qu'avoir son propre matériel, c'est plus le fun. Moi, j'ai Ouais, le c'est mien, sûr. effectivement, comme tu as dit, j'ai mes souliers, j'ai mon harnais, OK, tout ouais. ça. Ah, nice. Mhm. Ça coûte-tu bien cher? Comme, mettons, moi, je veux commencer. Ça me coûterait-tu cher de commencer puis avoir mon équipement? Le kit de base, je vous dirais que ça serait juste une paire de souliers qui tourne dans les, je dirais, 120 à 160 $ environ. OK. Donc, ça serait pas mal l'équipement de base. Ensuite, c'est sûr que selon Wow. le type que tu vas avoir. Merci beaucoup, Jérémy. J'ai adoré parler avec toi. Ça me fait plaisir. Malheureusement, c'est la fin de l'émission, mais restez avec nous parce que la prochaine invitée, c'est Ellie Molloy qui va venir nous parler de son parcours académique de l'école à la Cité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Fournier qui va venir nous parler de son intérêt et de ses connaissances sur la randonnée. Bonjour Jérémy et bienvenue à l'émission Rencontre. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Donc, justement, parle-nous de pourquoi est-ce que tu aimes la randonnée. Premièrement, j'aime faire de la randonnée pour comme, faire du sport en même temps aussi, parce que c'est pour me garder en forme aussi. Mais c'est surtout pour comme, me déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux, tout le monde comme, à travers notre téléphone. Prendre du temps en nature, je trouve que c'est très important de juste prendre du temps, soit seul ou avec tes amis, ta famille, peu importe, puis juste profiter du moment que tu es à l'extérieur. Puis surtout, j'aime ça, avoir aussi un petit challenge, tout dépendant de la montagne ou comme la côte que je monte. Ça peut être difficile, puis c'est vraiment le fun quand tu arrives au sommet, puis tu es content d'avoir fait ça. Puis c'est pas mal pour ça que je fais. Souvent, c'est vraiment beau en haut de la. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Fait que comment est-ce qu'on fait pour trouver des bonnes randonnées à faire? Il y a plusieurs manières. Il y a des groupes, mettons, Facebook, que le monde met leur randonnée, puis tout ce qu'ils ont fait là-dessus. Sinon, il y a une application sur le téléphone, ça s'appelle All Trails. Ça, c'est vraiment une application qui regroupe pas mal toutes les randonnées qu'il y a alentour de toi. Tu peux faire des recherches aussi, puis ça marque vraiment tout, le dénivelé, comment t'y rendre, le niveau de difficulté aussi. Fait que c'est très utile si tu n'es pas sûr de où et comment la faire. Et ouais, c'est pas mal ça. Fait que c'est quoi les équipements que tu as besoin pour faire de la randonnée? Je trouve que le plus important, first, c'est de l'eau. Ouais. Tu veux pas manquer d'eau en montant, surtout s'il fait vraiment chaud. J'ai vécu une expérience que j'ai manqué d'eau, puis c'était vraiment pas plaisant. De la nourriture aussi, pour te garder en force, pour garder tes forces puis être en forme. Sinon, des souliers de randonnée, c'est très utile pour tenir ta cheville aussi, là. Avec un bon sac à dos, puis peut-être aussi un kit de survie. Tu sais jamais si jamais tu te perds ou peu importe si tu décides de sortir des trails puis tu te perds, un kit de survie, ça peut être utile. Ou un kit de premiers soins aussi. Là, c'est une blessure, c'est vite arrivé, fait que tu veux pas... tu es dans le bois, là, fait que les secours sont peut-être pas à 2 minutes de toi, là, mais... Non, c'est Ouais. sûr. Fait que de toutes les randonnées que tu as faites, c'est laquelle ta préférée? Ma préférée que j'ai faite, je dirais que en 2019, je suis allé en Italie avec l'école. Puis on a grimpé le Vésuve. C'est le volcan qui a fait éruption sur Pompéi avant Jésus-Christ. Là, ça fait un bon bout, là, mais Wow. ouais, c'était vraiment le fun. La randonnée n'était pas très, très difficile, là. C'était une marche d'environ 2 heures. Puis c'est vraiment juste une trail sur le long du volcan. Mais rendu en haut, tu as vraiment une belle vue sur la ville. C'est Naples là, qui est en bas de là. OK. Puis tu vois aussi vraiment le gros cratère. Puis c'est vraiment très, très impressionnant. Il est encore actif d'ailleurs, ce volcan-là, là, mais je pense pas qu'il va tomber en éruption vite. Là, mais comme, ouais, c'est vraiment très, très impressionnant. Là, Ouais, j'en doute pas. Puis sinon, si tu pouvais comme un peu... Ben, en fait, c'est quoi ta randonnée de rêve? En randonnée de rêve, moi, depuis que je suis très jeune, j'ai le goût de visiter les pays scandinaves, fait que l'Islande, la Norvège et tous ces pays-là, la Suède aussi. Puis j'ai trouvé une randonnée en Norvège, ça s'appelle la Pulpit Rock. C'est vraiment une très, très belle vue, là, rendue en haut. Tu as une belle vue sur le fleuve. C'est un cours d'eau, je sais pas trop C'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Pour la prochaine émission, on va accueillir Cécilia Fulin-Grasselli qui va nous parler des projets qu'elle aime faire dans son temps libre. Restez des nôtres après la pause.
bienvenue à Tequila, votre émission rencontre préférée. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Nadeau qui vient nous parler de son parcours dans le sport. Bonjour Maxime, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. J'ai Magique. quelques questions pour toi aujourd'hui. Puis, Sure. moi, je me demandais comment tu as commencé les sports? Tu sais, à quel âge? Ben, moi, personnellement, j'ai commencé les sports depuis que je suis grand comme trois pommes. Je veux dire, depuis que j'ai 3-4 ans, je suis sur la glace avec les patins. Je veux dire, on est une famille canadienne. Fait que mes parents, on est grands dans le hockey. Fait que depuis que je suis tout petit, je suis dans le hockey. J'ai commencé avec les Timbits, l'équipe des Timbits, ouais. Fait que, ouais. C'est cool. Puis, à part que le hockey, t'as-tu fait d'autres sports dans ta jeunesse? Fait que j'ai fait du hockey pour 7 ans, jusqu'à temps que j'avais 12 ans. Puis là, j'ai eu un changement de cœur, puis j'ai droppé ça. On saura jamais pourquoi, là, mais entre 12 ans puis jusqu'à la 10e, 11e, là, j'ai essayé un peu de tout. J'ai fait du soccer, j'ai fait du basketball, j'ai fait de la natation compétitive, puis là, du volleyball. Ah, ben c'est quand même bien. Puis, justement, en parlant de volleyball, pourquoi maintenant tu poursuis le volleyball? Ben, j'ai commencé ça en 11e, là, 10-11e. Puis, je veux dire, je dois le donner à mon coach, là. C'est lui qui m'a vraiment fait tomber en amour avec le sport. On avait une vraiment bonne équipe, fait que c'était vraiment plus facile à aimer ça, I guess. Ouais. Puis, j'ai jamais lâché depuis, là. C'est le fun, ça. Puis, penses-tu que les sports ont changé ta perspective personnelle quotidienne? Personnellement, je dirais que oui. Je veux dire, depuis que je suis tout petit, je suis avec les sports, puis c'est vraiment compétitif. Fait que je suis compétitif avec moi-même, puis avec mon environnement autour de moi. C'est tout le temps vraiment. Je suis en compétition avec quelque chose. Si je suis avec des amis, on se fait tout le temps des petites compétitions, genre Ouais. qui peut finir à manger en premier, le premier qui touche la voiture gagne, comme des choses de même. Puis même avec moi-même, je veux dire, je me donne tout le temps des défis, puis je veux tout le temps être. Il y a tout le temps un gagnant puis un perdant. Ouais. Je veux dire, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose, mais c'est comme ça que je le vois en ce moment, puis je pense que ça va continuer de même. Ben, c'est sûr que ça te pousse à te dépasser toi-même. Puis, est-ce que tu penses continuer le sport après tes études ou Je c'est veux dire, quelque chose? définitivement, je sais pas à quel niveau, mais j'ai grandi dans les sports, j'ai tout le temps été dans les sports, fait que ce serait un peu dur de plus être actif. Je veux dire, j'ai quand même un amour pour la compétition, que ce soit le volleyball ou pas. Fait que je pense définitivement que dans ma vie, je vais rester avec des sports. Je veux dire, on va voir. Peut-être que ça va être une ligue facile. Peut-être que. On verra. Ouais, On vraiment? verra, ouais. Oui. Puis, à part de ça, c'est quoi le plus beau souvenir à propos des sports que tu Plus beau souvenir avec les sports, je pense que c'est quand mon équipe de hockey, quand j'avais peut-être 10 ans, on a gagné la coupe. On était à Toronto. À Toronto en Quelque plus? part à Toronto, je pense. C'était tellement magique. Puis j'avais mes parents dans la foule, j'avais ma soeur dans la foule, Ouais. j'avais les grands-parents dans la foule. On a gagné la coupe, c'était magique. Oh my God! Puis, petit Maxime, là, il était tellement content, là. Ouais. Puis ça, c'était comme... c'était nationaux? C'était quoi? C'était pour notre ligue. OK, Fait que je veux dire, on a eu première place de notre ligue. On a tous eu des médailles. L'équipe a eu une coupe. Je veux dire, j'allais encore la médaille. Elle était accrochée dans ma chambre. Fait que, Ah! ouais, c'est vraiment magique, là. Ouais, c'est ça, c'est les beaux souvenirs qu'on se Ouais, fait là, ouais, c'est ça. avec les sports, puis comment tu as grandi avec tout C'est ça. ça. C'est ça. Et en tant qu'avide de sport, là, c'est quoi un dernier mot? Là? Dernier mot, je veux dire, les sports, spécialement compétitifs, c'est vraiment pas facile. Merci. Ah. C'est vrai, c'est pas difficile. C'est pas, Ouais, c'est pas vraiment pas. compétitif. Ben, merci. C'était une belle émission. Revenez la semaine prochaine pour Ariane Prudhomme qui va nous parler de son voyage en Espagne.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maud Scantland qui va partager avec nous son parcours scolaire captivant et intéressant. Bonjour Maud. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Hein? Ça va, parfait. Alors, dis-moi, quel est ton parcours scolaire, Maud? Donc, au secondaire, j'étais à l'école secondaire du Versant en plein air. Donc, je me suis vraiment amusée. On allait à l'extérieur régulièrement. Puis, à la fin du programme, on a fait une sortie à l'île de Vancouver. Okay. Donc, on a monté une montagne, on a pris des photos, tout ça. C'était vraiment le fun. Ensuite, au cégep, j'ai fait un DEC, diplôme d'études collégiales en cinéma. Ah, c'est cool. C'était un programme de 2 ans, un pré-universitaire. Donc, j'ai beaucoup appris les bases du cinéma et de la télé. Ensuite, je suis venue à la Cité collégiale en production télévisuelle. Et pourquoi tu choisis le programme production télévisuelle de la Cité exacte? Bien, en fait, j'avais 2 options pour production télévisuelle. Il y avait à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si vous savez c'est où, mais c'est quand même loin. C'est environ 7 heures de route. Sinon, il y avait la Cité collégiale. Puis, comme j'habite à Gatineau, c'était plus près de la maison d'aller à Ottawa au lieu d'aller à Jonquière. Puis aussi, au cégep de Jonquière, il fallait se spécialiser vraiment dans un aspect du métier en particulier. Fait que soit le montage, soit la caméra, soit la pré-production. Puis ça m'intéressait moins. Je voulais vraiment tout explorer, me pratiquer dans tous les aspects. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi la Cité. Mais le prix avec l'appartement à Jonquière ou juste la Cité, ça revenait au même. Ah bon? Et comment tu as trouvé ton expérience au cégep? Au cégep, j'ai l'impression que ça a été un bon choix d'aller au cégep avant d'aller à la Cité collégiale. Comme ça, j'ai pu vivre c'était quoi l'expérience de l'école en dehors du secondaire, où là, on vraiment te tient par la main. Au cégep, j'ai appris des bonnes techniques de travail pour gérer mon temps, pour faire des documents comme de la mise en page. J'ai beaucoup appris de ça. Puis aussi, ça m'a permis d'avoir une base dans le visuel, la vidéo, puis le son. Donc, je me sentais plus prête de venir à la Cité. Et dis-moi, après la Cité, qu'est-ce que tu veux faire? Après tenir ton diplôme, qu'est-ce que tu veux faire comme... Après mon diplôme, j'aimerais beaucoup travailler sur le marché du travail, plus en cinéma qu'en télé direct. Par contre, je pense que aller peut-être dans une boîte de production ou à Radio-Canada, par exemple, une chaîne de télé avant, ça me permettrait d'acquérir plus d'expérience, puis de peut-être me spécialiser dans quelque chose, développer des expériences de travail, puis me faire des contacts. Alors que si je partais, admettons, directement freelance, ce serait peut-être pas un bon choix pour moi. Je me sentirais pas bien là-dedans. Wow, c'est très Puis intéressant. ensuite, peut-être partir à Montréal, soit en télé à Radio-Canada ou encore à une maison de production quelconque de cinéma. Parce que mon but ultime, c'est de voyager avec mon travail. Donc, je sais que avec Radio-Canada, il y a des possibilités vu que c'est partout à travers le Canada. Puis aussi, peut-être à Montréal, il y a plus d'options de rencontrer du monde. Sinon, est-ce que tu veux changer quelque chose si tu recommençais ton carrière? Je pense pas que je changerais quelque chose dans mon parcours scolaire. J'ai l'impression que c'était dans le bon ordre puis au bon moment parce que je pense pas que j'aurais été prête d'aller sur le marché du travail directement à 19 ans si j'avais fait secondaire la Cité. Vu qu'au Québec, on sort du secondaire à 17 ans, ça veut dire 2 ans de plus pour le collégial. Fait que ça amène à 19 ans. Je trouve ça quand même jeune pour prendre des grosses décisions comme ça. Wow, c'est cool. Ben, malheureusement, c'est pas beaucoup de temps pour parler beaucoup plus. Merci beaucoup, Maud, pour des informations et partager avec nous ton captivant parcours. Merci beaucoup, Maud. On se voit dans notre émission avec Marc qui va parler avec nous concernant son carrière aussi, la Cité. Merci.
Bonjour tout le monde, mon nom est Ariane Prudhomme et je vais être l'animatrice pour l'émission Rencontre d'aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir d'interviewer Samuel Russell qui va nous parler d'une fondation non-profit pour laquelle il a été vidéaste pendant l'été. Bonjour Samuel, ça va bien? Bonjour Ariane, oui, et toi? Oui, ça va bien. Donc, je vais commencer par te poser la première question. Qu'est-ce que Presidential? Presidential, c'est une fondation non-profit qui focus primaire sur le basketball et ça donne des opportunités à des enfants moins chanceux. Et c'est juste, ça build une communauté ici à Ottawa. C'est la 5e, 6e année qu'il se fait. Okay. Oui, il fait des événements comme ici en Ottawa. Okay. Il avait un événement qui s'appelle Peace in the Streets et c'est comme une journée de 3-on-3 basketball dehors. Oh, cool. Qui, je pense, qui était picked up by Rogers ou quelques stations comme ça. C'est ça. Cool. Comment avez-vous connu Monocle, fondateur? Monocle, le fondateur, la première fois que j'ai rencontré, c'était comme en 2014. Il voulait une équipe de basketball professionnelle ici, au Canada. Il a 2 ligues différentes, mais la première était le NBL, le National Basketball League. Okay. Il a comme 10 à 16 équipes et on a essayé de faire un ici, c'était le Ottawa Skyhawks, mais ça a juste comme laissé, c'était bankrupt après comme 1-2 années, dommage, mais il était joueur là et j'ai rencontré comme un meet and greet et après ça, il a commencé son propre fondation Presidential et j'étais un participant au premier camp. C'était un March Madness camp, un March Break. C'est cool. Oui, et après ça, il m'entraînait comme pendant les années et jusqu'au que j'étais ici et j'ai joué basket pour lui. Il était le coach de la cité. Ah, cool. Oui. So, t'es proche avec lui? Oui, c'est quelqu'un que je trust. C'est quelqu'un, c'est comme un idole, I guess, pour moi. Je look up. Ça, c'est bien. Oui, il a fait des grandes choses. Il a quelqu'un comme, il a un grand corps. Qui t'inspire. Oui, et c'est pas un father figure, you know, mais... Yeah, comme un modèle. Oui, j'étais comme, il était mon coach comme préféré, comme jusqu'à 14 ans jusqu'à maintenant. Il est quelqu'un comme, oui, pas mal gros dans ma vie, grand dans ma vie. Nice. Donc, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre travail spécifiquement? J'ai travaillé comme vidéaste pour un été. Il avait fait il fait chaque année, mais j'étais joueur, mais maintenant j'étais vidéaste. C'est un camp de basket. Ça, c'est lundi jusqu'au vendredi pour 4 ou 5 semaines pendant juillet et août. J'étais vidéaste et je juste manque comme l'atmosphère avec être avec toutes les personnes. Comme c'était des matins tôt, mais c'était rien car juste quand tu es là, comme l'énergie est up, tous les kids sont amusants. Il est vraiment bon avec les kids. Et c'était un de mes mémoires préférées de l'été. Yeah, for sure. C'est bon, il avait beaucoup de temps pour nous, juste pour pratiquer après. Yeah. Et il joue avec nous. C'est cool. Je n'ai pas beat him dans le 1 mais oui, c'est l'énergie que je manque le plus. Et c'est juste être avec toutes les personnes. For sure. Bien, merci d'avoir partagé avec nous. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Mais pour les gens à la maison, restez avec nous parce que à la prochaine émission, on va recevoir Abdel qui va nous parler de lui-même. Donc.
Bonjour et bienvenue à tous à l'émission Rencontre. Nous avons aujourd'hui avec nous Tristan. Il nous parlera de la culture du rave. Il va nous expliquer en quoi consiste cette culture bien à elle et ce qu'il apprécie de ces événements musicaux. Bonjour Tristan. Bonjour Maud. Donc, peux-tu nous expliquer en quoi consiste un rave pour ceux qui ne connaissent pas? Ben, dans le fond, un rave, c'est un événement musical qui est souvent organisé par des compagnies d'événementiel, mais des fois aussi organisé clandestinement, fait que vraiment par du monde ordinaire. Ce qui caractérise vraiment un rave, en fait, c'est des performances de musique électronique, des DJ qui viennent sur scène, qui viennent jouer différents styles de musique comme de la techno, du house, du dubstep, du drum and bass, tout ça. Puis un élément qui est quand même assez le fun des raves, c'est les éléments visuels, fait que les visuals, comme on dit. En gros, il y a plusieurs sortes de lumières. Il y a des lumières stroboscopiques, des lasers. Il y a des gros écrans avec des projections vidéo dessus qui sont... chaque vidéo dessus, en fait, sont dirigées par les DJ. Ils ont tous des designers graphiques qui montent ces vidéos-là pour eux. Fait que c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment le fun. C'est un peu ce qui caractérise les raves. Oui, donc, comment as-tu intégré cette culture? Bien, en fait, c'est un peu dur à dire, mais si j'y vais vraiment au sens propre du terme, je te dirais que c'est le 2 octobre 2021. Je me rappelle la date parce que c'était la date de fête de mes 16 ans. Puis, en gros, j'avais été à Riverside, qui est un festival à Gatineau, à côté du Musée de la Culture. Quoique, en fait, cette année-là, il avait fait à la place Zibi, qui est un peu plus loin, mais il avait fait ça à cause de la COVID qui était encore bien présente. Mais peu importe, je suis directement tombé en amour avec l'atmosphère puis l'ambiance des festivals. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que c'est sûr que ça, c'était mon premier festival, mais en soi, j'ai toujours été un peu dans cet environnement-là parce que moi, j'ai des parents qui sont... j'ai une famille de ravers, on peut dire ça comme ça. Là. Mes parents, ils viennent encore aujourd'hui à des événements avec moi. Puis... Fait que j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là, dans cette musique-là. Moi, quand j'étais jeune dans la voiture, c'était du house, c'était du deep house qui jouait, c'était pas la radio. Fait que j'ai toujours un peu été là-dedans. OK. Puis c'est quoi ton truc préféré dans les raves? Bien, comme je dis, je viens d'une famille de ravers. Fait que, obviously, la musique, c'est ce que j'aime vraiment. J'adore le travail que les DJ réussissent à faire à créer des nouveaux sons, à les agencer ensemble, puis à faire en sorte que comme ça forme une musique qui donne juste envie de danser. C'est justement pour ça qu'on appelle ça de la musique EDM, qui est l'acronyme pour Electronic Dance Music. Vraiment, tu sais, j'écoute beaucoup de styles dans la vie, mais il n'y a aucun autre style qui me donne autant comme envie de bouger que justement le EDM. Fait que ça, c'est ce que j'aime le plus. Mais honnêtement, si je savais bien là, je pense que c'est vraiment la communauté. En soi, c'est plus que la musique, c'est... Le monde dans les raves sont juste tellement gentils. Tout le monde est bienveillant, puis la communauté est basée sur un principe de PLUR qu'on appelle, qui est le diminutif pour Peace, Love, Unity, Respect and Responsibility. Fait que la paix, l'amour, l'unité, le respect et la responsabilité. Fait que, tu sais, je te dirais, quand tu t'en vas là-bas, là, genre, moi, j'ai de mes meilleurs amis qui viennent justement des raves, de mes meilleures rencontres ever qui viennent des raves. Juste tout le monde est super nice, fait que c'est très le fun. Donc, tu as l'air d'avoir assisté à plusieurs raves. T'en as vu combien ou c'était quel le préféré? J'ai été maintenant à 32 shows à peu près, je pense. Puis par show, je compte autant comme les festivals que juste les événements d'une soirée. Mais je dirais que ça serait Escapade, mon préféré en termes du lieu, le site, comment c'est formé. Je trouve que c'est vraiment the best. Mais sinon, ça serait Northern Invasion qui est à Montréal pour l'ambiance en soi. Wow, c'est le fun. Donc, est-ce que tu aurais un conseil? Oui, bien... Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Tristan, de nous avoir partagé cette culture. Restez à l'écoute, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Dans un instant, nous avons Amine Dinet qui vient nous parler du métier de monteur freelance.
Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Hyperciel pour qu'il nous parle de son plaisir au jeu du poker, l'expérience acquise et toutes les connaissances qu'il a sur ce jeu. Bonjour. Bonjour Amir, ça va bien? Ça va et vous, monsieur? Ça va très bien. All right. En fait, avec la première question, j'aimerais te poser, qu'est-ce qui te passionne le plus dans le jeu de poker? C'est une excellente question, ça. Ce qui me passionne le plus, c'est que tu vas jouer au poker puis ça va jamais se passer comme que tu le veux. Puis en plus de ça, ça va jamais être la même affaire. Il y a tellement de possibilités de jeux de cartes, tout ça. Ça va jamais se passer de même. Fait que la diversité, j'adore. Puis en plus de ça, si on dirait que tu pouvais jouer à la bataille puis te faire du cash, c'est sûr que tu voudrais. Mais c'est le même principe. Tu joues aux cartes puis tu veux faire du cash. Fait que ça me passionne. Puis c'est... La dopamine aussi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ça part de là dans tes mains. Ça vient, ça monte, jusque dans ton cerveau, puis pouf! Là, t'es comme, ouais, ça, c'est du poker. Là, t'es réveillé, là, t'essaies de bluffer le gars, mais il call. Là, t'as un down, là, t'es comme, ah, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est trop Mais après, quand tu gagnes, là, tu sors de là, avec du cash, là, t'es bien content. Laisse-moi te dire ça. All right. Et puis, c'est quoi, comme, quels sont les 3 mains préférés, comme, que tu préfères dans... Mes 3 mains préférées, j'ai la paire de 6. Donc, 2 fois le 6, donc une paire de 6. C'est ma main préférée juste parce qu'à toutes les fois que j'ai cette main-là, ça m'arrive souvent de gagner. Puis de hit un 7, ça flop ou ça turn. Fait que souvent, j'ai réussi à me faire de l'argent avec cette main-là. Sinon, j'ai tout le 6 et le 8, off-suited, bien sûr, parce que si sont suited, ça enlève toute la magie du 6 et du 8. C'est juste 2 cartes que j'aime. Puis même affaire, avec cette main-là, j'ai souvent gagné. Puis ma troisième... je dirais que c'est le 10 puis le 9 de carreau. Pourquoi de carreau? Je le sais pas. C'est juste que quand tu regardes ta main, puis là, tu vois un 10 puis un 9, les deux sont collés, puis c'est comme, wow. En plus, c'est du carreau, c'est comme, damn, celle-là, c'est ma main. Même si t'as rien, ça flop, ça turn ou ça river, puis t'es en early position. T'aimes juste la main, là. Quand... Ah ouais, tu y vas. C'est sûr que tu la gagnes. En tout cas, moi, je me dis, sûr que je la gagne. S'il faut que je la gagne en bluffant ou en gagnant, moi, tout faire pour la gagner. Tout ça te va. Ouais. Right. Et puis, c'est quelle est la position sur une table de poker que tu préfères? Très bonne question. Wow! Je dirais que dealer, of course, parce que c'est la position où est-ce que tu es le plus avantagé. Tu es toujours le dernier à parler. Fait que tu peux voir ce que le monde y font, puis tu peux analyser. Sinon, je dirais aussi, c'est sûr, hijack, low jack, puis cut-off, c'est des bonnes positions. Mais j'aime aussi le under the gun. Quand tu as une bonne main comme peut-être pocket ace, pocket king, pocket queens ou ace king suited, ace king of suit. Quand tu es under the gun, tu peux min raise, puis facilement te faire raise par le hijack, le low jack ou le cut-off ou le dealer. Puis tu peux facilement four-bet, puis arriver dans des gros pots, puis qu'à la fin de cette main-là, tu gagnes beaucoup. Fait que je dirais qu'under the gun, c'est plus mesquin, mais les places plus profitables, c'est sûr que ça va être dealer que c'est ma position préférée. All right. Et puis, si je peux te poser cette question, comment tu as appris à jouer au poker et puis ça fait combien de temps que tu joues au poker? Je pense que ça doit faire que je joue souvent. Ça doit faire un bon 1 an et demi, je pense. Mais j'ai appris il y a peut-être 2 ans et demi, 2 ans à jouer au poker. Dans le fond, j'ai reçu un casque de réalité virtuelle. Puis là, j'ai fait le tour un peu de tous les jeux. Mon frère me dit « Yo, Vincent, télécharge-toi Poker VR. » Je suis comme, yo, folle idée, j'ai jamais joué à ça, ça a l'air trop nice. Fait qu'on a téléchargé ça, on a commencé à jouer, puis wow, quelle belle découverte. C'est un des meilleurs sports qui n'existe pas sur Terre. OK. Et puis, si je peux juste poser ça rapidement, est-ce que tu penses que tu peux gagner ta vie en jouant au poker? Absolument, sans aucun doute. All right. Et puis, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait commencer ce jeu de poker? Bien, premièrement, c'est tough à dire parce qu'il faut que tu sois prêt à mettre une somme d'argent. All right, Monsieur Vincent, malheureusement, ton histoire est vraiment intéressante. C'est juste que malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais on pourra vous réinviter une autre fois. Donc, merci de nous informer sur le jeu de poker et puis d'être venu pour nous expliquer ce que vous préférez. Donc, dans notre prochaine émission, on va accueillir Jérémy Lemieux qui va nous parler de l'escarade. Merci.